en exergue de cette petite communication sur un conflit important, un conflit panhellénique autour d'un sanctuaire panhellénique dans la Grèce du IVe siècle. Je voudrais revenir vraiment très brièvement à des considérations de type terminologique. Ça provient en fait d'un petit malaise que j'ai eu moi-même, que peut-être certains d'entre vous ont ressenti aussi en préparant ce genre d'exposé, puisqu'on a quand même une différence entre l'idée de crise et le concept de crise qui est celui qu'on utilise et qu'on a beaucoup utilisé aujourd'hui, et les terminologies existantes en grec. Justement, on a le terme en soi, le terme crisis, n'est pas une transposition correcte et exacte de notre crise à nous, qui est donc, je vous ai mis la définition du Trésor de la langue française, une situation de trouble profond dans laquelle se trouve la société ou un groupe social et laissant craindre ou espérer un changement profond. En réalité, derrière crisis, il y a beaucoup plus que ça. Un petit clin d'œil. Ici, évidemment, Chrysis, qui était le titre d'une pièce perdue de Sophocle, ayant pour thème, évidemment, le jugement de Paris. Et même si, dans ce jugement, cette décision, là aussi, en embuscade, finalement, il y a une guerre. Et donc, nous ne sommes quand même pas très loin du sujet. Néanmoins, j'ai voulu structurer mon exposé sur la base de deux éléments. On en a déjà cité quelques-uns ce matin. De deux éléments qui sont, selon moi, des manifestations, alors soit intrinsèques, c'est la stasis, qui est, on l'a dit, la guerre civile, qui est alors une forme de crise au sens où nous l'entendons nous, en Grèce ancienne, et la polémos, qui interagit. Christophe a parlé, voilà. Christophe a parlé de la guerre du Péloponnèse, évidemment. La guerre provoque une crise et une guerre civile, une stasis quand elle se passe mal, et souvent aussi, d'ailleurs, quand elle se passe bien. Avant de rentrer dans ces considérations, d'une part sur la stasis et sur la polémos, je vais simplement rappeler quelques faits pour vous donner un cadre minimal contextuel sur la Troisième Guerre sacrée, parce que certains d'entre vous savent que c'est maintenant depuis quelques années mon dada, si j'ose dire, mais j'imagine que ce n'est pas forcément de notoriété publique. En tout cas, la connaissance de ce conflit n'est pas forcément évidente. Alors, la Troisième Guerre sacrée est donc entre 356 et 346 avant Jésus-Christ. Nous sommes à Delphes. Le peuple des Phocidiens a été condamné pour avoir, par l'Amphictyonie, par l'organisation composée de 12 peuples qui gèrent ce sanctuaire panhellénique de Delphes, le peuple phocydien a été condamné pour avoir cultivé la terre sacrée d'Apollon qui s'étend donc au pied de Delphes. C'est ce qu'aujourd'hui, pour ceux qui ont visité Delphes, on appellerait plus ou moins la mer des Oliviers. Et alors, bien entendu, il y a des livres qui en précisent les limites, mais c'est pour vous donner une idée large de ce que ça peut être. Alors, les Phocidiens sont condamnés par l'Amphictyonie à une lourde amende. Ils vont réagir, ils vont s'emparer du sanctuaire de Delphes. Ça va être le début d'une longue guerre de 10 ans. Vont se succéder à la tête des Phocidiens 4 généraux, 4 stratèges, Philomélos, Onomarchos, Phélos et Phalékos. Nous les retrouverons un peu plus tard. Ces 4 généraux vont chacun avoir leur propre politique. La guerre va durer très longtemps. Elle va s'étendre à d'autres régions de Grèce, notamment la Thessalie, ce qui va favoriser, évidemment, je ne rentre pas dans les détails, l'intervention de Philippe II de Macédoine, qui va conclure la guerre à son avantage en 346. Voilà le cadre général factuel, évidemment en enlevant beaucoup de détails. La guerre sacrée, je vous l'ai dit, nous allons reprendre dans la seconde partie, nous allons reprendre évidemment la terminologie de la guerre sacrée en elle-même. La guerre sacrée commence en réalité par cette crise interne qui est la stasis. C'est un passage qui n'a pas été beaucoup exploité, mais nous en avons une trace chez Aristote. C'est important parce que Aristote, en l'occurrence, est une source qui est proche des faits
et qui cite un épisode où intervient Mnason, qui était lui-même un élève d'Aristote. Et donc, on peut justement estimer que l'épisode doit avoir une certaine vraisemblance. Bien entendu, ce témoignage est difficile à interpréter parce que on n'a guère de détails. Il s'agit d'un discours plus général d'Aristote sur la stasis, dans la cité grecque, un épisode parmi d'autres, et alors on voit que donc deux factions, celle de Mnaséas, père de Mnason, et puis celle d'Onomarchos, dont je vous ai parlé, qui est le second stratège phocydien, vont entrer en querelle à propos d'une héritière, en l'occurrence de terme Epikléros, qui est donc probablement une querelle liée à un héritage contesté entre ces deux factions. Alors, c'est un témoignage qui n'est pas sans poser toute une série de problèmes, très rapidement, parce que je vous montre en réalité les problèmes liés à la généalogie de ces personnages. Parce qu'évidemment, nous n'avons pas comme seule source Aristote, nous avons ici présenté Pausanias et Diodore, qui nous donnent des informations supplémentaires sur la généalogie des généraux phocidiens. Et on voit que, en réalité, la combinaison de Diodore et d'Aristote est celle qui est plus cohérente. Elle fait des généraux phocidiens des frères, et alors évidemment Phalékos, le neveu. Pourquoi est-ce que cette situation est importante? Parce que, en réalité, derrière cet épisode, il y a l'instauration d'un nouvel ordre en Phocide. Un bouleversement, il y a les traces d'un bouleversement en Phocide qui marque, comme nous le dit Aristote, le début de la guerre sacrée, non pas probablement directement dans les faits, mais bien parce que la situation qui se crée est celle d'un pouvoir, d'une faction proéminente. Les épisodes relatés par ailleurs dans la politique à cet endroit d'Aristote sont des épisodes liés à des factions, justement, et à la prise de pouvoir par des factions qui provoquent la révolution dans la cité. Ce différend met au pouvoir des stratèges qui ont les pleins pouvoirs, qui sont des stratèges. Donc, Philomélos est le premier stratégos autocrator des Phocidiens. Et donc, à la base, nous avons une première crise interne, qui est une crise qui va créer la base fondamentale pour un petit pays comme la Phocide, qui va mettre un pouvoir fort en place. Évidemment, il s'agit toujours d'un travail en cours au niveau de l'analyse de ces passages. Je vous dirai seulement que quelques éléments nous permettent de dire, et c'est assez intéressant, que l'organisation traditionnelle de la Phocide n'était pas celle-là, c'est-à-dire qu'il y avait en général 3 stratèges qui commandaient en Phocide. Et donc on a ce changement, on passe d'un pouvoir collectif à un pouvoir d'une seule faction qui va, on peut revenir un instant, comme vous le voyez, on voit les successions en réalité, ça passe de frère en frère, et puis à Phalékos, le dernier, donc quasiment un système dynastique. Et donc on a cette stasis qui aboutit à cette crise interne qui aboutit à mettre en place pour la Phocide les bases de cette réaction à la condamnation à Delphes et la condamnation par l'Amphictyonie, qui va se traduire à ce moment-là par la conséquence logique, c'est la polémos. Alors, nous avons ici deux terminologies contradictoires, en fait, concernant la guerre sacrée. Parce que, précisément, le terme de guerre sacrée, on l'a vu apparaître chez Aristote dès le IVe siècle. Et ce n'est pas le seul texte où apparaît le terme de guerre sacrée, mais par ailleurs, chez les orateurs athéniens, on trouve seulement le nom de guerre phocidienne. Donc on voit qu'en réalité, il y a déjà deux façons de considérer la guerre chez des sources qui sont pratiquement contemporaines. Alors ensuite, malheureusement ou heureusement, notre source principale sur le conflit, c'est ce cher Diodore de Sicile, dans son livre 16, qui nous
lui utilise sans aucun problème les deux terminologies, en étant même assez prudent sur l'utilisation de guerre sacrée, en disant que finalement la guerre soi-disant sacrée, la guerre dite sacrée. Alors, mais finalement, qu'est-ce que c'est une guerre sacrée? On a commencé à en parler ce matin. C'est avant tout une guerre pour les offrandes sacrées, c'est-à-dire la guerre pour les hiéras. Pourquoi? Parce qu'une fois que les Phocidiens s'emparent de Delphes, ils s'emparent également des trésors de Delphes et des offrandes qui se trouvent évidemment conservées dans le sanctuaire. Alors, c'est donc de là que vient ce nom de guerre sacrée. C'est en réalité la guerre pour les offrandes sacrées au départ, et plus généralement pour les hieracrémata, pour les possessions du dieu, les possessions sacrées, les offrandes sacrées du dieu Apollon. Alors, ce n'est pas la première utilisation du nom, parce qu'en réalité, c'est un phénomène qui n'était même pas très nouveau à Delphes, bien qu'il soit beaucoup moins documenté dans le cas de la première guerre sacrée, qui en réalité est la guerre qui met en place non seulement le concept de guerre sacrée en lui-même, mais également et surtout la terre sacrée, puisqu'elle elle est prise à la ville, probablement vers 590, à la ville de Chryssa, qui se situait justement dans la plaine au pied de Delphes. Et enfin la deuxième guerre sacrée, qui est un épisode relativement obscur, parce que c'est en pleine guerre du Péloponnèse et nous avons juste une mention dans Thucydide, et nous n'en savons pas beaucoup plus. Voilà pour l'utilisation de la terminologie. Donc on a cette idée de guerre sacrée qui est, bien que le nom sonne évidemment comme une guerre sainte à nos oreilles modernes, pour les anciens, ce n'était pas ça le sens premier de cette guerre. Alors, c'est une guerre surtout qui est très loin d'avoir, en tout cas en première ligne, je dirais, des intérêts religieux. C'est avant tout un conflit où s'affrontent des grandes puissances. Et alors, je vous ai mis un peu la liste des intérêts de toutes les puissances qui s'affrontent, des quatre principaux protagonistes. Les Béotiens, qui évidemment veulent s'affirmer comme protecteurs du sanctuaire et tenter de rétablir leur hégémonie. Les Athéniens, qui sont des alliés traditionnels des Phocidiens et qui veulent protéger les accès à l'Attique via les Thermopyles et la Grèce centrale. Les Spartiates, qui ont été condamnés en même temps que les Phocidiens et qui donc essayent de faire effacer cette condamnation en soutenant ce petit peuple. Et évidemment, surtout s'opposer à la puissance béotienne après l'Euctre, que évidemment les Spartiates n'ont jamais digéré. Celui qui a au final le plus d'intérêt encore, même s'il arrive très tard dans le conflit, c'est Philippe de Macédoine, parce que arriver à Delphes, pour lui, et entrer dans la guerre sacrée, c'est entrer dans le concert des États grecs. C'est porter ses armées en guerre centrale, se diriger vers Athènes et contrôler les Thermopyles, et enfin aussi soutenir ses alliés thessaliens, ses alliés récents. Donc, on a un cadre qui n'a rien de religieux. On a un cadre de crise au sens de polémos et au sens de stasis, c'est-à-dire la crise nationale phocidienne qui va mettre en branle, je dirais, le premier acteur qui est les Phocidiens, et la crise internationale qui est motivée par ces intérêts contradictoires des grandes puissances. Cependant, on a quand même un aspect fondamental qui est l'idéologie qui se développe derrière ces différents éléments. En effet, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas, au moins dans les batailles, il ne s'agit pas simplement de faire respecter vaguement le droit du Dieu. On s'emploie quand même je dirais, à outrepasser ce qui se fait normalement dans une guerre grecque, et des comportements particulièrement violents
outranciers vont avoir lieu. Alors, les épisodes les plus classiques, on en trouve plusieurs, ce sont les corps des soldats qui sont tombés au champ de bataille, à qui on refuse une sépulture. Bon, évidemment, quelque chose qui est difficilement concevable dans le cadre d'une guerre grecque, entre guillemets, dans les règles. Un autre exemple bien connu, c'est à la bataille dite du champ du Crocus, où Philippe II affronte le deuxième stratège phocydien. Après avoir gagné la bataille, que fait-il? Il jette les prisonniers crucifiés dans la mer. Alors, évidemment, on voit que ces actes ne sont pas anodins. C'est-à-dire qu'il faut bien peser leur signification, mais en même temps, on n'est pas là non plus dans un contexte où l'élément religieux n'aurait absolument aucune importance. Aussi parce que les différents protagonistes vont se placer sous la protection d'Apollon. D'une part, nous avons justement toujours à la bataille du Crocus Philippe qui fait couronner de lauriers avant la bataille, donc pour se parer finalement de la puissance d'Apollon. Nous avons les Phocidiens qui, dans ce contexte de crise, étrangement, alors que la Phocide est un pays qui a connu toute une série de guerres et dont le territoire a souvent été menacé. Cependant, dans le cadre de la guerre sacrée, ils ne vont pas faire appel à leur divinité traditionnelle, qui était Artémis. Il y a le beau livre de Pierre Ellinger justement sur les situations extrêmes et Artémis qui est honorée à Iampolis en Phocide, mais ils vont se tourner logiquement vers Apollon parce qu'ils veulent se l'approprier, ce que font également leurs adversaires. Et donc, ça s'accompagne aussi dans l'historiographie sur le sujet de toute une série de manifestations. Nous avons droit notamment aux présages et autres oracles qui, bien entendu, sont interprétés différemment par les deux camps, comme si les dieux étaient du côté de l'un ou de l'autre. Donc nous avons par exemple le rêve d'Onomarkos qui voit un colosse d'airain grandir. Et alors il pense qu'évidemment c'est la puissance phocidienne qui va balayer ses ennemis. Et tout de suite Diodore nous donne la bonne explication. Il nous dit mais non, en réalité c'est l'amende que les Phocidiens vont devoir payer parce qu'ils ont pris les trésors d'Apollon. Alors évidemment on vient de parler ici d'une série d'éléments qui sont caractéristiques de la guerre sacrée. Ou en tout cas qui ne sont pas courants dans les conflits de l'époque. La vraie question, et c'est la question que je me suis posée dès le départ, c'est dans quelle mesure l'historiographie oriente notre vision du conflit dans cette perspective religieuse et notamment sur la question du sacrilège, puisque les Phocidiens viennent régulièrement considérés dans les textes, surtout chez Diodore, comme des sacrilèges et des pilleurs de richesses de Delphes. Alors, il est évident que la littérature qu'on a conservée est pratiquement unanime pour considérer que les Phocidiens sont des coupables, des pilleurs de sanctuaires. C'est d'ailleurs assez intéressant de constater, le plus connu c'est celui publié par Théopompe, en tout cas écrit par Théopompe de Chios, mais il y avait des traités sur les richesses pillées à Delphes qui circulaient. Et donc il y avait toute une littérature sur la guerre sacrée qui a survécu uniquement pour ce qui est de la part du vainqueur. Mieux encore, les stratèges phocidiens, dont nous avons parlé tout à l'heure, vous vous souvenez, Philomélos, Onomarkos, Phélos et Phalékos, vont tous connaître une mort affreuse, évidemment poursuivis par la colère d'Apollon.
Et ça en devient le cas le destin de ces stratèges en devient pratiquement un exemplum historique et moral. Alors, Diodore de Sicile, par exemple, raffole de ce genre d'exemple, donc, où il peut montrer que la piété est une valeur importante. Et donc, il accentue cet élément. Mais il sera même repris, ces éléments seront même repris étrangement jusqu'à un auteur chrétien, Eusèbe de Césarée, qui, dans un petit passage où il parle du châtiment divin et des temps mis par le châtiment divin et la constance du châtiment divin, il nous parle des stratèges phocédiens. Eusèbe de Césarée. Il y a de quoi d'ailleurs, c'est un passage assez intéressant parce qu'on peut se demander dans quelle mesure est-ce que ça rentre dans la vision théologique d'Eusèbe de Césarée. Donc on a une historiographie qui est fondamentalement pro-macédonienne. C'est la Macédoine qui a écrit l'histoire, parce que c'est la Macédoine qui a gagné. Les principaux auteurs du IVe siècle qui ont survécu étaient tous, de près ou de loin, des alliés, en tout cas des admirateurs de Philippe. J'ai parlé tout à l'heure de Théopompte de Chios. Et donc, tous ces auteurs, évidemment, avaient intérêt à présenter la guerre sacrée comme une guerre contre des sacrilèges, alors que, fondamentalement, comme je vous l'ai dit, il s'agit d'une guerre qui a des motifs bien plus pragmatiques. À propos de ces motifs plus pragmatiques, on peut analyser quelques secondes pour maintenant se placer de l'autre côté, du côté des Phocidiens. Christophe en a parlé tout à l'heure. Les Phocidiens considéraient Delphes comme un sanctuaire national, à plus forte raison quand la guerre a éclaté. Et donc, ils ont utilisé les métaux précieux contenus dans le temple pour payer leurs troupes, qui étaient des troupes mercenaires. Et donc, c'était une pratique qui était courante et qui n'était pas particulièrement mal vue dans d'autres contextes. Alors, je vous l'ai dit, Delphes était une ville qui était phocidienne géographiquement, qui a une identité contestée depuis très longtemps, probablement depuis la première guerre sacrée, justement. Et donc, les Phocidiens, de ce point de vue-là, ne se sentaient pas à Delphes comme des envahisseurs, mais bien comme des légitimes propriétaires d'un lieu qui était habité par un dieu auquel ils étaient liés dès le départ. Et alors, évidemment, comme tous les Grecs, ils se sont, comme dans le récit de la guerre sacrée, d'ailleurs, les Phocidiens, au départ, cite Homère et le catalogue des vaisseaux pour justifier leurs prétentions. Et ça, c'est évidemment une vieille tradition grecque de se jeter des passages d'Homère à la tête pour justifier ses propres prétentions. Plus intéressant encore, quand on prend un autre exemple de sanctuaire panhellénique qui a connu un conflit, le sanctuaire d'Olympie. Donc en 364, les Éléens et les Arcadiens luttent pour le contrôle d'Olympie. Il y a des combats alors que les épreuves des Jeux olympiques sont en cours. C'est d'ailleurs intéressant aussi de voir que là, Diodore, qui est toujours notre principale source sur la question, cite ces faits. Et cependant, un peu plus tard, quand il va reparler d'Olympie, il va dire que c'est un sanctuaire qui n'a jamais été touché par la guerre. Donc, on peut voir l'épaisseur de la propagande sur certaines thématiques, et en particulier sur le sanctuaire de Delphes, puisque le sanctuaire d'Olympie n'a jamais été l'objet d'une guerre sacrée. À un certain moment, les Arcadiens qui prenaient abondamment des sommes dans les caisses du temple d'Olympie, ont commencé quand même à se poser certaines questions et n'ont pas voulu aller plus loin, et ça s'est arrêté là. Et il y a eu une médiation. Mais pourquoi? Parce qu'en l'occurrence, c'était un conflit qui n'avait pas les nombreux intérêts de type international que je vous ai cité tout à l'heure. C'était un conflit qui, là, pour le coup, était vraiment local. Pas de chance pour les Phocidiens, il en a été autrement à Delphes. Enfin, l'amende phocidienne.
qui était destiné à rembourser tous ces trésors. Et là, on revient dans la logique de ce que disait Christophe tout à l'heure, sauf que ici, ce n'est pas un remboursement volontaire, bien entendu, mais un remboursement forcé et contraint. L'amende phocidienne, qui est rentrée avec peu de... finalement, avec un rythme très lent, et parce que les phocidiens étaient épuisés après 10 ans de guerre, l'argent avait été dépensé, et donc ils étaient incapables de rembourser les crématas qu'ils avaient volés. Alors, ce qui est tout à fait paradoxal, c'est que ces sommes, qui ont été remboursées à hauteur de 4%, parce que les phocidiens avaient, dit-on, pris 10 000 talents, et non pas encore bien davantage que les 6 000 dont parlait Christophe tout à l'heure, les 10 000 talents pris par les phocidiens ont été remboursés à hauteur de 4%. Mais ces 4% ont servi, et nous le savons par les comptes, ont servi à finir la construction du temple d'Apollon qui avait été des années auparavant détruit par un tremblement de terre. Et c'est assez paradoxal parce que normalement, les autres peuples grecs devaient verser une contribution et pour justement finir le paiement de ce temple et de la construction de ce temple. Et donc, étrangement, ce qui était normalement la possession d'Apollon, oui, retourne à Apollon, mais on l'utilise d'une manière particulièrement intéressante pour les circonstances du moment. Alors, quand même, pour vous donner un petit exemple, ici nous avons un document, parce qu'on a parlé de la perspective surtout postérieure des auteurs. J'avais oublié de citer ce document qui est une inscription de Thèbes qui en fait fait une liste des contributions des alliés des Thébains pour combattre dans leur combat contre les Phocidiens lors de la guerre sacrée. Et on voit que donc on a quand même déjà l'idée d'une profanation, d'une ACBA dans le cadre de cette guerre, même, et que donc ce n'est pas un concept purement plaqué par l'historiographie postérieure, et que donc il y a eu une espèce d'utilisation, je dirais, endémique de l'idéologie religieuse dans le cadre de ce conflit, qui était le paravent, et ça c'est quelque chose qui est assez moderne et qui est, on l'a déjà dit aujourd'hui, qui était le paravent d'intérêts bien plus pragmatiques. En conclusion, on peut donc dire que la guerre sacrée naît au cœur de deux bouleversements, de deux crises. Une crise politique locale. Il y a un changement qui se produit en Phocide à l'aube de la guerre sacrée, même avant elle, et qui met en place les conditions nécessaires pour qu'un petit pays comme la Phocide puisse se lancer dans une guerre de 10 ans. Ensuite, il y a la crise internationale qui est aussi favorisée par le vide du pouvoir, l'absence d'une puissance hégémonique après le statu quo que fut la bataille de Mantinée en 362. Et donc, ces deux éléments, la crise politique et la crise politique locale et la crise internationale, constituent le fondement d'une crise qui va être catalysée par Delphes, sanctuaire panhellénique, catalysée dans deux sens. Donc dans le sens panhellénique, puisque tous les peuples grecs sont concernés, et au premier chef, tous les peuples grecs qui font partie de l'Amphictyonie, et catalysé au niveau de l'idéologie religieuse, puisqu'on a fort opportunément un dieu pour lequel se battre, et surtout, plus qu'un dieu pour lequel se battre, une raison d'accuser ses adversaires et de les rejeter d'une certaine manière en dehors de la communauté. Parce que la conséquence de cette guerre sacrée, ça va être la réputation de piété que va acquérir Philippe en l'emportant sur les Phocidiens, d'une part, son aura panhellénique, puisque c'est une victoire remportée pour un sanctuaire panhellénique, et alors surtout, et là on voit l'importance de faire entrer un élément idéologique, c'est que Philippe et ses descendants gagnent les sièges phocidiens à l'Amphictyonie. Et donc c'est un bouleversement profond d'une institution qui n'en avait pas connu probablement depuis des siècles. Et ce bouleversement profond ne pouvait être créé que par
une sorte de leitmotiv en poussant les Phocidiens du côté du mal et du côté de l'impiété. Et ils vont d'ailleurs devoir regagner leur réputation entachée. Ils le feront bien longtemps après, lors de l'invasion des Galates à Delphes, où les Phocidiens s'opposeront courageusement aux envahisseurs. Tout ce discours idéologique opposant la piété de Philippe à l'impiété des Phocidiens sert donc de terreau à l'implantation on est toujours dans le cyclique, c'est-à-dire après la crise, on a un nouvel ordre qui se crée. Et le nouvel ordre qui se crée progressivement, puisque vous savez qu'après il y a la bataille de Chéronée, il y a la 4e guerre sacrée puis la bataille de Chéronée. Philippe II n'a pas encore terminé son ouvrage, mais progressivement, cette première crise internationale que constitue la guerre sacrée permet à Philippe de s'affirmer et de changer la donne dans le monde grec. Je vous remercie.